Bonsoir, bienvenue dans Le Monde en face. Ce soir, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous donnons la parole à celles et ceux que l'on entend rarement. Ils sont autistes ou trisomiques et doivent lutter pour le respect de leurs droits, aller à l'école, accéder à l'emploi, faire accepter leurs différences. Nous allons faire connaissance avec Laura, jeune hôtesse d'accueil trisomique, Héloïse, autiste Asperger et collégienne presque comme les autres, Aymeric, apprenti paysagiste, et Julien, 12 ans, tous deux autistes sévères. Et enfin Magali, la mère de Julien, enseignante, elle-même diagnostiquée autiste à l'âge de 38 ans. C'est leur quotidien, leurs rêves, leurs joies, leurs peines, mais surtout leur formidable amour de la vie qu'ils vont nous faire partager. Voici Extraordinaire, un film réalisé par Sarah Lebas, Damien Vercamer et Damien Pasinetti. Je vais vous retrouver juste après, en étant sûr que vous serez tombés sous le charme de ces rencontres. Pour remettre en question nos préjugés et parler de ce qui peut être amélioré, je recevrai Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, et l'acteur Samuel Le Bihan, qui sont eux-mêmes parents d'enfants handicapés. Nous attendons vos réactions tout au long de cette émission sur le hashtag LMEF. À tout à l'heure. Pour moi, une vie avec que des handicapés, c'est pas une vie pour moi. La vie que je veux mener, c'est une vie avec toutes les cultures, avec toutes les religions. Moi, j'ai besoin de voir des gens où, je sais pas, qui ont des cheveux longs, qui sont hippies ou quoi. Comme les autres, Laura prend des cours de danse. Comme les autres, Aymeric court tous les matins. Allez, on inspire. Comme les autres, Magali a un travail. Et comme les autres, Héloïse va au collège. Quoi de plus ordinaire, me direz-vous? Quand on est comme eux trisomiques ou autistes, ces simples choses du quotidien deviennent vite extraordinaires. J'aurai toujours des trucs à apprendre. Parce que votre monde, il est tellement complexe, il est tellement difficile. En fait, notre cerveau, c'est un petit peu comme un monde. Toi, t'as sûrement ton cerveau, c'est un peu comme une planète. Bon, en gros, je vous dis pas l'état de la mienne, hein. C'est l'anarchie. Aujourd'hui, en France, ils sont près de 700 000, comme eux, à pouvoir vivre comme les autres. Aller à l'école, accéder à un emploi, des droits fondamentaux inscrits dans la loi handicap depuis 2005. J'ai droit à avoir un boulot comme tout le monde. Ce serait bien qu'on laisse plus de chance pour nous. L'histoire que l'on va vous raconter, c'est celle de petites luttes, de vrais combats, d'échecs et de victoires, de ces êtres extraordinaires pour être enfin des citoyens ordinaires. En fin de compte, j'ai réalisé ce que j'avais quand j'avais 19 ans. Ouais. Je ne l'ai jamais dit, mais je le dis. À 19 ans. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça, que t'étais trisomique? Je regardais mon visage constamment dans le miroir. Et là, j'ai vu vraiment ce que j'avais. Ça m'a fait peur, évidemment. Ça m'a fait très peur. Mais après, quand maman est venue me voir, elle m'a dit, c'est vrai.
Je dis bon, très bien. Et depuis, j'ai su vivre avec. C'est tout. À 23 ans, Laura entame un nouveau chapitre de sa vie. Elle sera une femme presque comme les autres. Tu te rappelles l'adresse de Quentin? C'est rue des Pyramides, je crois. Pyramide. La pyramide des Amours. Oui. Laura vit toujours chez sa mère et son beau-père. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais te faire des gâteaux. Oui, bon, d'accord. Je t'aime, maman, et moi aussi. Laura, elle a toujours eu cette envie d'avoir une vie normale. Je n'ai jamais regardé Laura avec, en disant, tiens, quand je la regarde, c'est une personne trisomique. Jamais. Elle m'a fait prendre conscience que, en fait, elle se vit non pas comme un enfant handicapé ou une personne handicapée, mais comme une personne. Laura est autonome. Elle a dû apprendre à se déplacer seule, à assumer sa différence. Et bien évidemment, les regards des autres, c'est pas toujours facile. En fait, quand tu vois le monde extérieur, t'as plein de gens qui te regardent comme ça. Elle a un problème, toi. Mais en fait, au lieu de dire les choses, ils te regardent d'une façon où tu n'arrives pas à dire à ce que tu ressens, toi. Tu le gardes pour toi, mais tu sais pas trop ce que tu peux faire, tu vois. Laura a été à l'école publique jusqu'au collège. Elle a grandi parmi des enfants ordinaires. Si je pouvais te retrouver. J'étais une fille très très joyeuse quand j'étais petite. C'est un peu moi en fait. le petit clown de l'école. Je surnomme comme ça, mais voilà. Pourquoi? Oh, parce que avec la maladie et puis avec le reste, tout ça, ça a fait que j'avais un petit air de clown. Mais c'est ça qui... Dans mes amis que j'avais justement à ce moment-là, ça leur plaisait que je sois comme ça. Donc ça leur gênait pas du tout que je sois un petit clown. Tu t'es fait insulter ou pas déjà? Ça... Pour t'expliquer, c'est qu'un jour, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait un garçon de ma classe qui a quand même osé se mettre au plein milieu de la cour en disant sale juive. C'est ça que j'appelle la discrimination. C'est vrai qu'on m'a traité de sale juive, de sale trisomique. En fait, c'est vrai que les gens en fait sont un peu bêtes. Comment tu l'as vécu ça, toi? Ça m'a fait un peu chier, mais je dirais que c'est rien de spécial, donc forcément, ça fait pas plaisir, mais de toute façon, à l'époque, je savais pas ce que j'avais, de toute façon. Hein. À l'âge adulte, un certificat d'études en poche, Laura se débat pour trouver un travail. Une personne handicapée a 3 fois moins de chances d'accéder à un emploi, alors que depuis 13 ans, la loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'embaucher 6% d'entre elles. Après 5 années d'errance, Laura en trouve enfin une porte. Un CDD d'1 an, payé au SMIC, à l'accueil d'un foyer pour adultes handicapés. Ferme la maison, plus bonjour. Allô, oui? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bertrand Lavelot à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur Lavelot. Tu sais, je vais te dire un truc. C'est quand même rare qu'une personne qui a une trisomie 21
travaille comme hôtesse d'accueil. Alors, lave-l'eau. C'est rare de voir avoir quelqu'un qui a ça, qui fait ce genre de choses. Personne ferait ce que je fais, hein. Donc, il y a de quoi être contente quand même. Vous avez envoyé combien de CV avec Laura? Oh. Beaucoup. Tout plein. Beaucoup. Vous précisiez qu'elle était trisomique? Dans une entreprise, c'est un jeu de massacre si tu l'envoies sans dire. Parce qu'il faut l'accompagner quand même. Parce que les gens en face, ils vont pas être les bras ouverts en train d'attendre ton gosse. Ils vont commencer par voir la tronche qu'elle a. Ah oui, alors comment elle est? Ah bah non, tu crois pas qu'elle aura une trisomie? Et puis ça va être une catastrophe, quoi. Non, mais moi, si je renverse le problème, je trouve que de toute façon, les entreprises, elles ont, d'accord, un quota d'handicapés qu'elles peuvent embaucher. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer la taxe que d'en avoir. Et puis, quand tu vas dans des forums sur le handicap, c'est 85% d'handicapés moteurs. Le handicap mental, il fait très peur. C'est comme ça, hein. Tu t'es battue pour travailler? Bah, je peux le mot qu'on peut le mot qu'on peut dire, c'est ça, c'est tout. Battre. Il y a pas autre chose. Il faut dire vraiment que je me suis battue. Mais vraiment, j'ai eu un truc. Bonjour. Ça va ma belle? Fais donc, elle est toute jolie Katia. Eh bé, ça va? Ça va mademoiselle? Bah oui, hein. On est contente, hein. Bon. De toute façon, tu vas voir maman bientôt, t'inquiète pas. Oui, ce week-end. Ah bah c'est parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Maintenant, je le dis, avant, je le disais pas. Mais maintenant, je dis que je travaille avec des autistes. Mais des autistes drôlement cultivés et très qui essayent de se débrouiller seuls. Et je sais que c'est pas évident. Mais quand moi, je vois leurs parents arriver et s'en occuper d'eux, bah, je sais que c'est difficile. Parce que moi, je fais la comparaison. On a tous des droits. Que ce soit des personnes qui ont 13 021, que ceux qui sont autistes, ou n'importe. Moi, je dis pas que je me mets en colère. C'est juste que je veux montrer le fait que même qu'on a un 13 021, on a le droit de se battre, on a des droits dans cette société. Et dans cette société, on a le droit de faire ce qu'on veut. Laura est une exception. Malgré son handicap, elle s'exprime bien et peut travailler. D'autres, très atteints, n'auront jamais cette chance. Mis à l'écart, ils se replient sur eux-mêmes et restent encore trop souvent parqués dans des institutions. Trisomiques, autistes, ils mènent le même combat pour être des citoyens comme les autres. Emeric a 17 ans et il revient de loin. T'entends les chevaux? Autiste sévère, Emeric aurait dû passer sa vie dans une institution. Enfant, il était enfermé dans le silence. Condamné à vivre dans son monde. Emeric, tu fais un bisou à maman? T'étais un enfant heureux, Emeric? Je pense pas parce que j'arrivais pas à m'exprimer. Et puis je m'exprimais avec de la colère parce que je savais pas parler en fait.
que j'aimais bien regarder, mais ça maintenant je m'en souviens plus trop, hein. C'est mes parents qui me l'ont raconté, que je regardais les machines à laver. C'était ce que j'adorais quand j'étais petit. Bon, maintenant, je vous rassure, machine à laver, ça m'intéresse pas du tout. Ça tourne? Ça tourne, Emmerich, mais que tu viens avec nous. Tu es avec maman maintenant? Va jouer au puzzle. Tu vas faire un petit puzzle avec maman? J'éteins la lumière. En fait, on avait quand même on avait toute la panoplie. Hein. On avait les troubles sensoriels, il n'y avait pas de mots. Des troubles du comportement à longueur de journée, des journées entières avec des hurlements sans discontinuer, une difficulté à communiquer épouvantable. Enfin, non, on avait toutes les caractéristiques. En fait, c'est un enfant qui faisait pratiquement rien, quoi. Quand on a eu voilà, le diagnostic, c'était un enfant qui était condamné. Après, le pédiatre nous a demandé aussi, quand il a vu qu'on lâchait pas pour Emmerich, si on voulait pas faire un autre enfant. Mais notre enfant, il est vivant, quoi. On va pas faire le deuil de notre enfant, nous. Mais nous, c'était tout de suite, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? C'est ça le point important. C'était il y a 15 ans. Face à l'absence de prise en charge adaptée à l'autisme, ses parents ne renoncent pas et stimulent Emmerich jour après jour. Ils se tournent vers l'étranger, se forment avec des Canadiens et testent avec succès de nouvelles thérapies, les méthodes TEACH et ABA. Une sorte de kiné du cerveau comparable à la rééducation des handicapés physiques. Par un travail acharné, ils réussissent enfin à sortir leur enfant du silence. À l'âge de 5 ans, Emmerich parle. Oh, je vais te montrer sur la caméra, c'est très... C'est pour papa, d'accord. Et tu es content de faire tout ça? Oui. Et est-ce que tu te souviens quand tu étais petit que tu savais pas parler? Ou tu te souviens plus? Je me souviens. Je me souviens, c'était n'importe quoi quand c'était petit. Et pourquoi c'était n'importe quoi? Parce que je suis autiste. Ah bon? Et tu avais du mal à parler, c'est pour ça? Oui. Et maintenant tu es content de pouvoir parler? Oui. Depuis ses premiers mots, Emmerich ne cesse de progresser et défie tous les pronostics. Il a été à l'école primaire, au collège, et cette année il passe son CAP de jardinier paysagiste. Emmerich ne s'interdit plus aucun rêve. Il est en route vers la liberté. Resserre, 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 resserre. Voilà, ici on est bien. Reste bien à ta place. Alors t'hésites pas à me dire hein, si je vais parfois un peu trop vite, hein, que ça soit vraiment confortable pour toi. Voilà, ça va. Hein. Très bien. Alors on continue. Je vois qu'on va à 37 km/h. Allez, hop, on se place au stop. Très bien. Quand je plonge dans mes souvenirs d'enfant, c'est sûr que c'était loin d'être gagné au départ. Mais cette année, c'est moi-même maintenant qui continue, mais le combat plus tout seul, plus en autonomie par rapport à avant. Là, justement, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on ne dépasse pas le marquage au sol. On reste de l'autre côté. J'y vais tout tranquille. Allez, ton regard, ton volant. Hop, on redresse. Oh là là. Très bien. Alors ça, pas trop. Alors là, je mets un clignotant pour prévenir les autres. Mais Et on s'écarte un petit peu. Vas-y, très bien. Et on continue de monter tout droit. C'était à moi la priorité. Tout à fait. Je suis heureux de l'instant T avec Emmerich. Vis-à-vis du handicap, il faut rester tout le temps humble. Le handicap, c'est toute la vie. On ne peut pas se donner la notion de « j'ai réussi ». Enfin, on est heureux de ce qu'il est, et il nous rend fiers tous les jours.
Après, c'est jamais terminé. Pour moi, c'est jamais terminé. Aymeric a un centre d'intérêt obsessionnel, la météo. On a eu plusieurs hivers doux depuis 4 ans maintenant. Donc là, on a encore une grosse possibilité d'un hiver encore très chaud. On peut avoir aussi la fameuse phase négative parce qu'en ce moment, le soleil en train de baisser. La stéréotypie, une sorte de toc rassurant. Des obsessions pour Aymeric, des mouvements répétitifs pour certains, des crises étranges pour d'autres. Ce sont les symptômes les plus visibles de l'autisme. Avec l'autisme, on a tous un sujet où on adore parler, mais que du même sujet. Et toi, c'est quoi? Je pense que maintenant, c'est ça. C'est le sujet que je parle le plus, la météo. C'est vraiment tout ce temps-là qu'il consacre à ça. C'est du temps où il apprend pas et c'est du temps qui aura tendance à l'isoler. Et c'est du temps aussi qu'il ne va pas consacrer avec les autres parce que les autres vont partir en courant en disant « il est bizarre ». Pour Aymeric, en tout cas, ces stéréotypies, il sait qu'à la maison, dans sa chambre, il peut les faire comme il a envie et là, on dira rien. T'as l'impression d'être un peu condamné à vie à te battre contre l'autisme. Parfois, c'est même très fatigant. Hein. Je suis fatigué, hein. Mais je tiens toujours debout. Avec le mois de décembre qu'on avait dit qu'on avait parié un mois de décembre extrêmement neigeux parce qu'on attendait un hiver sec, on était déjà sûr qu'on aurait un hiver sec. Mais finalement, on s'est planté. Le mois de décembre a été le plus sec et le plus... Ouais. Tu peux avoir ça, ou alors... Les visiteurs, c'est pas mal. Ne pas se laisser envahir par les troubles autistiques pour s'ouvrir au monde. Un monde dont Aymeric et ses amis autistes n'ont pas encore tous les codes. À tout à l'heure, mon grand. À tout à l'heure. Souvent décalés, ils essaient de se frayer un chemin sur la planète des gens ordinaires. Et ce soir, à l'exception de la présence de 2 éducatrices, ils ont presque une vie normale. Excuse-moi, je t'avais sapé. On se rejoignait tous les mercredis, à un moment donné, vers la 6e, CM2. Et c'est vrai qu'on était un groupe de 4-5 et on apprenait un peu c'était quoi la vie quotidienne tous ensemble. Téléphoner entre amis, comment se faire des amis, tout ça. Et alors Thomas, je t'ai pas beaucoup entendu parler. T'es le plus discret de la table. Il y a aussi Hugo. Et vous aimez vous réunir comme ça, tous? C'est vrai que c'est sympa, c'est social en tout cas. Ça nous apprend à être plus social avec les autres. Est-ce que t'es pas social, toi? C'est un peu ça. Mon problème avec moi et peut-être avec un peu tout le monde, c'est on a un gros problème en fait de socialité, de parler avec les autres personnes, les normales, enfin les normaux, les normaux. C'est ça le problème, comme on est tous différents. Le mieux c'est pas d'être tous pareils. On ne sait pas comment communiquer. Mais dans la vie, c'est important de communiquer. Ce qui est une bonne chose. Il faut s'incorporer dans la société pour être considéré comme égal par les autres. Vous vous sentez différent? Je me sens unique, je me sens un peu comme le seul de mon genre. C'est une bonne chose et après aussi un peu une mauvaise chose parce que je sais... Vous savez, même si vous essayez de faire un truc discret, ça marche pas du tout en fait. On est un peu nul aussi à ce truc-là. Parler discrètement. C'est un peu ça. On n'est pas discret. Est-ce que parfois t'as quand même l'impression qu'on te rejette? Ils sont déjà moqués de moi, mais moi je sais me pas laisser faire. Même cette année, j'ai donné le premier coup de poing à Nicolas qui m'a vraiment énervé. Dans ses biceps. Où ça? Parce qu'il m'avait étranglé avec la ceinture. Aymeric, voyons plutôt, donner un coup de poing, c'était plutôt quelque chose de violence.
Non, ça. Et là, il le méritait. Hein. En fait, ce qui est dur, c'est les autres. Bah, c'est là, comment pense. Le plus dur, c'est les autres. Pas vraiment, en fait. Parce que, il y en a certains. Il y aura toujours des idiots qui te... Enfin, il y aura toujours des idiots qui vous verront comme en fait ce qu'ils sont, des idiots, et qui nous rabaisseront. Mais il y aura toujours, je suis sûr, il y aura toujours des gens compatissants qui nous comprendront, qui verront en fait ce qu'on peut être, ce qu'on peut devenir, et qui nous aideront en fait dans... Voilà. Purée, je fais vraiment discours de... Ouais, c'est super. Super. Ouais. Discours d'espoir. Oh, j'adore ces trucs-là. Tout le monde adore. Emmerich et ses amis se tournent vers leur vie d'adulte et laissent derrière eux les traumatismes de l'adolescence. Héloïse a 13 ans. Elle rêve d'amitié, d'amour, d'une vie d'ado comme les autres. Ah, c'est bien, Héloïse. Bonjour, ma puce. Tu mets ton jean? Ça va, tu gères? Héloïse est autiste Asperger. Incollable sur les animaux marins, hypersensible au bruit et aux odeurs, Héloïse vient juste d'apprendre à sourire. J'ai jamais été comme vous. Du coup, je vois pas comment vous voyez le monde, en fait. C'est qui, nous? C'est les personnes non autistes. Quand je dis vous, c'est les neurotypiques en général. Neurotypiques, c'est ceux, par exemple, en gros, les personnes n'ayant pas de difficultés. Non autistes ou non trisomiques, voilà, qui n'ont pas de troubles, on va dire. Comment tu les vois, les gens normaux, les gens ordinaires? Un peu bizarres parfois. Ils ont des coutumes un peu cheloues, comme par exemple, pourquoi est-ce que les gens neurotypiques, ils mentent? Je me suis toujours dit ça. Pourquoi est-ce que chez vous, le mensonge, il existe? Parce que je tiens à préciser que nous, les autistes, on sait pas mentir. On est tellement sans filtre qu'on sait pas mentir. Ce qui est un très gros avantage, on va dire. Et alors là, qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? Tu commences par quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Le lissage. Magali, sa maman, a dû mettre sa vie personnelle entre parenthèses. Récemment divorcée, elle a arrêté de travailler pour s'occuper d'Héloïse à plein temps. Pour tous les gestes du quotidien, il faut la superviser. Et il y a énormément de choses encore qu'elle n'est pas capable de faire seule. Notre vie, elle tourne autour de nos enfants. Et non pas parce qu'on les surprotège ou parce qu'on est des mamans qui veulent avoir la main mise sur nos enfants. C'est que sans nous, ça ne fonctionnerait pas. Et au contraire, si on est très présente, c'est parce qu'on pense à leur avenir et qu'on veut se battre pour les rendre les plus autonomes possibles. Et tu penses à tes yeux, Héloïse, hein? Voilà. Si on ne s'occupe pas de toi, si par exemple ta mère n'était pas derrière toi tout le temps, etc., tu te laverais les cheveux, tu sortirais de chez toi, Non. Non, parce que je sortirais pas de chez moi parce que j'ai un peu peur, en fait. Et pour me laver les cheveux, en fait, je suis totalement incapable. Parce que tout ce qui est derrière moi, en fait, je suis pas capable de le faire. Il y a même certaines zones derrière moi de mon corps que je peux pas toucher. Et du coup, je peux pas me laver les cheveux correctement. Parce que je vois pas, en fait, tout simplement. J'ai besoin de voir pour faire, en fait. Héloïse, aujourd'hui, à 14 ans, apaisée et calme comme elle est, ça fait 2 ans qu'elle est comme ça. Pendant très très longtemps, elle était très agressive envers elle-même. Très très agressive. Je l'ai vue, Héloïse, qui s'arrachait les cheveux à maintes reprises. Ça, c'est pas simple, se taper la tête contre les murs ou le sol. Enfin, c'est des souvenirs qui sont douloureux parce que voir son enfant se faire du mal, c'est jamais simple. Ça, c'est toute la période où elle était incapable de s'exprimer ou d'exprimer ce qui n'allait pas, en fait.
La plupart des choses que nous faisons naturellement, Héloïse doit les apprendre. Ah, c'est cool quand il fait beau comme ça. Comme beaucoup d'autistes, elle n'arrive pas à décoder une émotion sur un visage. Elle ne sait pas sourire, ni pleurer. Une psychologue l'aide à s'adapter aux autres. Sur la chaise 1, tu vas exprimer une grande joie. Tu penses à la situation, tu t'imagines, tu t'imprègnes totalement du truc. Tu laisses l'émotion venir jusque sur le visage, d'accord? Ça va venir naturellement. Et tu prends tout ton corps avec, d'accord? Tu essayes vraiment d'exprimer la joie avec tout le corps. On y va. Alors prends ton temps pour y aller dans cette joie. D'accord. Ressens-la. Parce que fais pas juste la caricature avec ton visage. T'as une situation... Chaise numéro 2, respire. T'es prise d'un immense désespoir. C'est qu'en fait, à une époque, j'étais incapable de ressentir tout ça. De ressentir la douleur, de pleurer quand je suis triste, de rire lorsque je suis heureuse. Tout ça, je pouvais pas le ressentir. J'étais un peu monotone, on va dire. Et puis quand j'ai commencé à parler, j'avais une voix monocorde, j'avais pas d'intonation. Du coup, on pouvait pas savoir quel était mon sentiment. Chaise numéro 3. Tu es prise d'une grosse colère. Ah, et t'as pas le droit de parler en plus, hein. T'as pas le droit de dire ce que tu penses, là. C'est bien. En fait, dans l'autisme, ils sont beaucoup dans l'imitation. Ils vont observer l'attitude d'un personnage à l'extérieur et ils vont adopter une attitude. C'est pour ça que parfois, ça paraît faux. Et donc, on sent que son émotion, elle est mentalisée beaucoup plus que vécue. Au début, c'était pas naturel. Maintenant, on m'a appris, c'est devenu un réflexe. De quoi? De sourire. Héloïse est aujourd'hui une brillante élève de 3e. Mais sa scolarité a été un véritable parcours du combattant, alors que depuis 2005, l'école a le devoir civique d'accueillir tout enfant handicapé. J'avais toujours des lunettes parce que j'étais sensible à la lumière, j'avais toujours un casque parce que j'étais sensible au bruit. Sauf que les gens, ils se moquaient de moi. J'étais victime vraiment d'exclusion. Et quand je dis de l'exclusion, c'est de l'exclusion. On m'interdisait les sorties scolaires. Parce qu'on croyait que j'allais toujours partir en vrille et que je pouvais être potentiellement peut-être dangereuse. Il a fallu parfois changer d'école au bout de 15 jours parce qu'on avait un directeur qui était ouvert mais un enseignant complètement fermé qui rejetait Héloïse. Et il faut se battre pour faire entendre que l'enfant, on le sait intelligent, on le sait capable, dans une certaine mesure, d'être scolarisé normalement. Depuis la 6e, Héloïse est scolarisée à temps partiel dans un collège privé sous contrat qui s'adapte à sa différence. Des enseignants sensibilisés au handicap et un emploi du temps sur mesure lui permettent de vivre au milieu d'adolescents ordinaires. Ah, salut Lily. Ah, salut Hugo. Salut Mathéo. Oui, salut Maëlle. Salut Ambre. Ah, plein de poteaux à moi. Non, j'ai pas peur des gens en fait. Au contraire, j'ai envie de m'intégrer dans leur monde. Du coup, je suis ouverte à eux. J'ai envie de les voir, j'ai envie de leur parler. C'est par ma pure volonté tout ça. Ça, j'ai pas appris, ça m'est venu toute seule. T'es amoureuse? Non, c'est bon, il est pas là. J'aurais été dans un dessin animé, j'aurais eu des petits cœurs autour de moi. Je pensais tellement à lui, j'avais plus faim, voilà, je parlais un peu comme ça, je bégayais tout le temps, j'arrivais plus à avoir mes mots. Héloïse est une adolescente presque comme les autres. Mais sa différence implique la présence permanente d'une adulte auprès d'elle, une auxiliaire de vie scolaire. Je t'avais perdu, Héloïse. Ah.
Ça va? Oui, ça va. Salut Hugo. En fait, je suis avec elle en récré parce qu'elle n'a pas forcément les codes sociaux par rapport au groupe, etc. Maintenant, comme elle a 13 ans et demi, bientôt 14, je reste pas non plus collée pour que les autres aussi viennent vers elle et pas la stigmatiser encore plus. Donc, je guette toujours où elle est, qu'il n'y ait pas de problème aussi. On ne sait jamais, des moqueries ou des gestes, voilà. Mais de loin, pour la laisser aussi se sociabiliser au mieux comme une ado classique. L'image, elle sert à quoi, Dylan? À convaincre la population. À convaincre la population. Et De la cour de récréation à la salle de classe, l'auxiliaire de vie scolaire, rémunéré par l'éducation nationale, stimule Héloïse, la rassure et l'aide à suivre les cours. Sans elle, il n'y a pas d'école possible. Un message. Mais il faut toujours quelqu'un pour m'aider. J'ai fait une seule fois, c'était en école primaire, un cours sans AVS. Au début, j'étais carrément perdue, j'avais plus mes repères, je savais plus quoi faire. Je savais plus quelle page il fallait ouvrir, je savais plus quel devoir il fallait faire. Et du coup, j'étais en stress total. Donc, bonjour, les 3e 1. Donc, je m'appelle Héloïse, j'ai bientôt 14 ans et je suis autiste Asperger. Moi, j'ai le sentiment d'être comme vous, mais avec un petit truc en plus. Mais c'est comme si je voyais autrement, parlais autrement, pensais autrement. Moi, tous mes sens sont touchés. Certains sons me gênent énormément et peuvent même me mettre aux souffrances. Et ça peut me faire péter les plombs, voilà, tout simplement. Et j'ai aussi dû apprendre à regarder dans les yeux. Très important aussi. On dit souvent que les personnes autistes, ça détourne le regard. Mais voilà, c'est juste qu'elles n'ont pas encore appris à vraiment regarder dans les yeux. Et donc maintenant, là, je sais plus trop où donner de la tête, en gros. Donc voilà, chez les personnes non autistes, tout cela est naturel, mais pour moi, ça demande beaucoup, mais alors beaucoup d'adaptation. Et vivre en société, c'est un énorme effort pour moi. Si vous me comprenez pas, donc que ce soit mon humour, l'un de mes comportements, venez m'expliquer votre vision avant de rire, avant de vous moquer. S'il vous plaît, ne vous moquez pas, j'en ai déjà subi assez dans mon enfance. Malgré tout, ma place est ici, dans un collège normal auprès de vous, et je tiens vraiment à remercier le directeur. Merci beaucoup. Je ne crois pas qu'il y a d'autres collèges en France qui puissent autant accepter les différences comme ça. Le premier problème d'Héloïse, c'était Héloïse. Et donc, c'est effectivement l'établissement qui doit s'adapter, malgré tout, à, pas ses excès, mais à ses particularités. Donc, qu'elle soit verbale, physique. Et après, ça, on le découvre, hélas qu'après, parce que c'est toujours un petit peu en réaction, à sa fatigabilité. On a trop souvent laissé tous ces jeunes parqués dans des classes uniques, un peu comme des ghettos. Et c'est fort dommage, parce que quand on est dans cette règle de l'inclusion maîtrisée, tout le monde en profite, que ce soit les élèves, l'équipe enseignante, l'établissement entier. Et merci à vous, surtout merci à vous, mes amis, de me permettre d'être qui je suis aujourd'hui. Parfois, t'imagines la vie que t'aurais pu avoir si t'avais pas été scolarisée? Je me demande si je me serais pas suicidée au bout d'un moment. Parce que vraiment, moi, je ne supporte pas d'être au même endroit en permanence. Il faut que je voyage, il faut que je découvre la vie. Il faut que je m'ouvre au monde. Mais si je suis toujours cloîtrée dans une chambre avec des murs blancs, dans un environnement si monotone, forcément, j'aurais fini par me suicider d'un jour à l'autre. Je peux pas vivre dans un milieu comme ça et les autres, qu'est-ce qu'ils sont les autres? Et c'est là que je me rends compte que je suis vraiment une privilégiée. Les autres, ils doivent finir dans des hôpitaux, ils sont les pauvres. Depuis 13 ans, le nombre d'enfants différents scolarisés en milieu ordinaire progresse, mais bien trop lentement. Manque de moyens, de formation, l'école de la République est souvent démunie. 80% des enfants autistes en seraient encore exclus. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Et vous? Ça va?
Oui, 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 ça va. Oui. Et toi? Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Magali a été à l'école. Elle a même été prof de physique-chimie au lycée. L'autisme est un trouble complexe, parfois indétectable. Je suis d'apparence indiscernable, mais en fait, je me sens très différente des gens. Je vois bien que je suis souvent décalée, maladroite. Je suis juste autiste, quoi. J'ai été prof pendant 8 ans. Et c'est là que j'ai vu que j'étais vraiment différente. Je me disais, mais j'y arriverai jamais. J'avais aucune autorité. Quand plusieurs élèves parlaient dans la classe, pour moi, ça buguait dans ma tête, quoi. La phobie sociale, une hypersensibilité au bruit, une incapacité à gérer ses émotions. Il y avait tous les signes. Pourtant, Magali ne découvre qu'elle est autiste Asperger qu'à l'âge de 38 ans. Ce diagnostic va bouleverser sa vie et la libérer. Aujourd'hui, Magali travaille pour le Centre national d'enseignement à distance, le CNED. Elle n'a plus d'élèves, mais un écran d'ordinateur. On aura donc par la suite un questionnaire qui nous mettra en situation, qui est censé nous mettre en situation d'inscrit et en situation donc, de test Un métier plus adapté à son autisme, à l'exception des réunions. Quand ça me saoule la conversation, j'ai du mal. Et aussi, j'ai peur qu'on lise dans mes pensées quand je regarde la personne aussi. J'ai peur de me dévoiler. Quand quelqu'un me parle et me regarde dans les yeux, si je le regarde en même temps, je vais avoir du mal à entendre ce qu'elle dit. J'arrive pas à activer tous mes sens en même temps. Il y en a très peu comme moi en France et j'aimerais bien à un moment donné le dire, quoi. Je suis une privilégiée, je suis une planquée, j'ai une chance incroyable de travailler avec mon handicap et d'être contente au travail et de pouvoir m'occuper de mon enfant. Magali a su qu'elle était autiste peu de temps après le diagnostic de son fils. Julien a 12 ans. Il est autiste sévère. Julien, pour moi, il est comme moi. Je vois pas de différence. Enfin, évidemment, il a énormément de difficultés, mais je peux comprendre et après et anticiper ses crises. Je connais comme si je l'avais fait. Let's go. Ouf. Là, ça va. Julien a d'importants troubles du développement. Il ne parle toujours pas, vit dans sa bulle et s'accroche sans cesse à une ficelle qui le rassure. C'est vrai que par rapport à une autre mère, c'est un plus, quoi. Vraiment, je décode très bien. Je vois pas de différence, en fait. Je vois bien comment il fonctionne. Et en fait, je pense que j'aurais plus de difficultés à avoir un enfant non autiste. Julien, viens là. Viens. Ça, c'est du bon fromage. Bien fort, comme on aime. Tiens. C'est bon, Julien? Elle va servir, madame. C'est bon, hein? Attends, j'en prends. Attends, donne-moi. Fais-moi goûter. Fais-moi goûter. Fais-moi goûter. Non? Tu aimes le fromage? Si, il aime, oui. Je suis sans cesse obligée de m'excuser. Quand je sors avec Julien, et Julien fait il touche une personne, excusez-moi, il est autiste, excusez-moi. Puis je le dis plusieurs fois, parce qu'il faut vraiment que je m'excuse, quoi. Et tout le temps, je suis en train de m'excuser. Des fois, j'ai envie de dire, excusez-moi d'exister. Reste par là, Julien. Ne cours pas. Cours pas, Julien.
Pas trop loin. Julien, Julien, Julien. Julien, dans ton assiette. Coquin. Coquinou, dans l'assiette, coquin. Non. L'assiette, Julien. C'est pour toi, t'inquiète pas, on aura. On aura. Et ça va. Non, mais... Parfois, tu demandes ce qui se passe dans sa tête. Des fois, j'ai l'impression de le savoir, oui. Moi, je pense qu'il est très intelligent. Gros coulis. Il a peut-être il a un énorme retard mental, c'est sûr. Mais ça se trouve, il n'a pas de déficience intellectuelle. C'est-à-dire que... Je pense vraiment que dans sa tête, ça doit gamberger, quoi. Et si les autistes sévères comme Julien étaient intelligents? Et si, derrière ses tocs, son absence de langage, Julien avait des pensées profondes que les gens ordinaires ne sauraient voir? Julien ? Julien est une énigme que l'école n'a pas eu les moyens de résoudre. Il a été déscolarisé à l'âge de 7 ans. L'enseignante m'a dit Julien, ça n'est pas envisageable en CEP. Est-ce que vous avez pensé au milieu spécialisé? Alors, il ne voyait pas pourquoi je m'entêtais à vouloir qu'il soit à l'école. Elle ne comprenait pas. Ils n'ont pas été formés pour ça. Ça rassure les gens de se dire ça, ça leur donne bonne conscience. En fait, on pourrait dire ghetto, non? Disons la vérité. L'école n'a pas voulu de Julien. Et Magali refuse l'hôpital psychiatrique pour son fils. Dans les salles, hein. Allez, Julien. Pas mal s'en va. Il y a 5 ans, cette maman autiste se lance dans sa plus grande bataille. Elle trouve des financements, s'entoure de spécialistes et crée le tremplin avec d'autres parents. Oh ouais, super. Julien, qui a besoin de l'école, il en a été privé et on était condamné à faire des choses dont on ne voulait pas, à créer des centres éducatifs où on regroupe les enfants autistes. C'est ce que je ne voulais pas, mais j'étais par la force des choses obligée d'en arriver là. Tu fais comme moi? Ouais. Oh, tu fais une grimace? Les enfants sont suivis individuellement par des éducateurs et des psychologues formés aux approches comportementales. On tire la langue. Julien, quand il est dans le centre, je sais qu'il fait plein de choses, donc je suis vraiment rassurée. Mais je me dis qu'à l'école, il aurait pu mieux progresser. Il a fait le signe, comme ça, quand il en a marre de l'activité, il nous signifie par le signe que c'est fini et qu'il veut passer à autre chose. Il communique par signe, en fait. Oui, il n'a pas de vocalisation, donc il a des signes pour pouvoir faire les demandes, principalement les demandes de choses qui le motivent et qui l'intéressent. C'est un peu l'échec de l'école, tous ces enfants qui sont là d'une certaine manière. Peut-être que, ouais, il y a aussi une question de moyens. C'est vrai que c'est des enfants qui demandent vraiment un accompagnement ici en 1 pour 1 et une prise en charge très spécifique et individualisée. Et les inclure coûte que coûte dans le milieu scolaire, ça peut aussi avoir un effet pas bénéfique pour eux parce que finalement il n'y a pas les moyens
Oh, c'est trop chouette de se balancer comme ça. Oh, badaboum. Non, Julien, je pense qu'il ne parlera pas, mais avoir une vie en société, c'est trop tard, quoi. Ouais, on est reparti alors pour se balancer. D'abord, la société ne veut pas de lui, et il est trop. Parce que la société n'a pas voulu de lui, et maintenant c'est difficile de l'intégrer. Je veux qu'il ait la vie la plus autonome possible. Et Julien, il a une perte de chance, quoi. On y va? Le couple de Magali n'a pas survécu à l'autisme. Elle s'est séparée du père de son fils. Julien est en garde alternée. Coucou. Ça va? Ouais. Coucou Juju. Le fait d'être trop centré sur Julien, il n'y avait plus de couple, quoi. Et moi, j'avais besoin d'être seule. C'est difficile pour moi de vivre avec quelqu'un. Et bah oui, ça n'a pas tenu. Et j'ai demandé le divorce. Mais on reste unis, on reste soudés autour de Julien. Et je regrette pas d'avoir demandé le divorce. La fin, ouais. C'est bon? La piscine, je l'ai emmené par hasard la première fois et il adore la piscine. Et ça l'apaise. Et il peut le demander genre 100 fois dans la journée. Et c'est ce qui le motive en fait, c'est son moteur. Et aussi dans la piscine, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est dans l'eau avec les autres enfants et qu'on ne le discerne pas. C'est un enfant parmi les autres et j'aime bien regarder ça. Et les autres enfants aussi sont curieux de son comportement et des fois ils essaient de jouer avec lui dans la piscine. J'imagine pas l'avenir de Julien. J'ai autant peur que quand il est né, tu vois, qu'est-ce qu'il va devenir une fois que je serai plus là? Et même quand je serai là, quand j'aurai plus de force, il va sûrement être maltraité quand il sera adulte. Où il va être? Est-ce qu'il sera en institution, à la merci de n'importe qui, sous neuroleptique? Que deviendront ces enfants à la disparition de leurs parents? Leur avenir est si fragile qu'on ose à peine l'évoquer. Les parents sont leur dernier rempart contre l'exclusion, les seuls garants de leur destin. C'est une mère extraordinaire. Personne n'aurait une mère comme ça. Surtout quand tu arrives au monde et qu'on te dit que ta fille a une trisomie 21. Tu crois que pour maman, c'était... Moi, je croyais que pour elle, c'était facile. Mais en fin de compte, c'était pas facile pour elle. Parce qu'elle vit ça avec... Parce qu'elle vit avec ça. Et c'est pas toujours évident. Je l'adore depuis que je suis née.
C'est elle qui a tout fait pour que je me sente bien. Elle a tout fait pour que je m'investisse dans la vie sociale. Elle a tout fait pour que je me sente bien. C'est une mère extraordinaire. Bah ça, au début, pour Joël, c'était un peu embêtant qu'on soit si proches, Laura et moi. Parce que... Pas qu'au début. oui, il fallait trouver sa place dans... Ouais, c'est compliqué, ouais. En fait, au début, c'est vrai que quand je suis arrivé dans cette famille, je me suis dit, mais il n'y a pas de place pour moi ici. Ça se sentait vraiment, même au niveau de l'énergie. Et ça a mis du temps, en fait. Et c'est toujours un peu une remise en question. On a encore eu une discussion ce matin, Catherine et moi, pour parler de ce sujet-là, quoi. Parce que Laura, elle a presque 24 ans maintenant, et on aimerait bien qu'elle soit plus autonome. Et ça nécessite aussi, de la part de Catherine, d'être moins dans le contrôle qu'elle a pu l'être auparavant. C'était aussi du contrôle pour qu'il lui arrive rien de mal, quoi. Donc... oui. C'est même très compliqué pour moi d'évoquer vraiment le moment où elle partirait. Enfin, je l'ai demandé à Laura il n'y a pas longtemps si elle avait envie de s'installer toute seule dans un studio, mais elle m'a dit que non pour l'instant. Enfin, moi, si je l'évoque vraiment sérieusement, j'ai tout de suite les larmes qui montent aux yeux, quoi. C'est sûr. Et en même temps, je trouve que c'est normal pour une jeune femme de s'installer. Puis entre les deux sentiments, quoi. Puis entre les deux trucs. Il va peut-être falloir couper un peu le cordon, non? Ouais. Oui, mais bon. Mais je vais pas non plus lui demander l'indépendance, ça va pas. Ça va pas, ça. Mais non, mais voilà. Pourquoi? T'as quel âge? J'ai 23 ans. Je vais avoir 24 ans, mais je suis encore son bébé, de toute façon. Moi, je me vois comme une adulte. Mais pour ma mère, je reste encore son bébé. Je suis une adulte, mais je suis encore le bébé de ma mère. Ça change pas. C'est comme ça. Pour moi, c'est une jolie femme. Elle a beaucoup de charme, elle a beaucoup de... Pour moi, c'est une très belle femme. Et je pense qu'elle a plus de conscience de sa féminité que moi à son âge, d'ailleurs. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un truc tout bête, hein. Moi, j'étais toujours fascinée par les beaux cheveux de ma fille, je voulais pas qu'on les lui coupe. Donc elle les a toujours longs. Et moi, j'ai jamais eu les cheveux longs. Et je trouve qu'elle est splendide avec ses cheveux. Enfin, elle a des très beaux yeux. Voilà. Moi, j'aime ma fille. Je trouve qu'elle est très jolie. Et elle a beaucoup de goût. Dimitri joue avec son apparence et sa différence. Dimitri et Laura étaient amoureux. Aujourd'hui, ils sont amis. Redresse-toi un tout petit peu, Dimitri. Passionné par la mode, Dimitri rêve de devenir mannequin. Il ne parle pas, mais brise à sa manière le tabou d'un handicap visible. Alors, essayez de pas trop poser. Alors, je sais pas. Vous êtes... Ouais, voilà, vous discutez, il y en a... Un peu face à face, tu vois, tu te mets un peu, tu regardes Laura, tu discutes comme ça. Alors, comment tu te sens? Bien. Bien? Ouais. Bon. Cool. Et ça va dans la tête? Oui, ouais. Tant mieux, ça me rassure. Ouais, c'est ça. Ça te plaît de faire des photos? Oui. Bon. C'est chouette alors. Ouais, c'est ça. Il est carrément courageux. Regarde Lucie. Me faire des genres de choses, comment on pourrait
pas être courageux. Il est courageux et il fait des efforts pour être bien. Il essaye d'être lui-même. Et je trouve ça très bien qu'il fasse. Parce qu'au moins, il y a des gens qui peuvent le voir physiquement et voir son visage lui-même. Et il a des mimiques, mais ces mimiques, on s'en fout. Ils sont toutes naturelles. Ferme les yeux. Moi, je vous dis, il y aura des filles qui vont ravager. Hein. Oh oui. Dès qu'ils vont le voir, ils vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il est beau !» Mais je le connais. C'est un tombeur de dames. Hein. Vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu? Ouais. Pas trop. Hein. Pas trop. Non, mais c'était bien, je rigole, c'est très bien. Il n'est pas focalisé sur la trisomie 21. Et moi non plus. Donc c'est un lien où on s'est fait tous les deux. Voilà. Parce qu'on sait qu'on l'a, mais on fait comme si on essaye pas non plus de trop en jouer, tu vois, ne pas trop en parler. On essaye d'être nous-mêmes. Parce que si tu es trop centré sur ce truc-là, tu vas te sentir mais complètement renfermé, tu vas te sentir complètement vide, en train de dépérir, tu vois. Et ben, en fin de compte, ce n'est pas ça. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu apprends exactement? C'est fait, c'est un matin, c'est avoir, c'est un cassé. Moi, je trouve qu'il faut que tu continues, Dimitri, à bien parler comme tu fais. Oui. Même des fois, on ne comprend pas tout, mais je te comprends. Ouais, c'est ça. Même que j'ai la même chose que toi, je te comprends facilement, tu vois. Oui. Même que j'ai le décodeur là-dedans, je t'entends. Vraiment. Ouais, c'est ça. J'ai un décodeur, là, dans mon cerveau. J'ai plusieurs décodeurs. Mais qui décode quoi? Qu'est-ce que tu décodes avec ce décodeur? Bah, tous ceux qui n'arrivent pas à parler, bah, j'ai les codes. Oh, j'adore. Laura navigue entre deux vies, entre deux mondes. Extraordinaire, elle nous apprend à regarder, à comprendre, à ressentir autrement. On est zen, je trouve. Ouais, c'est cool, Rocky. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça. Dans le zen, cool. Ouais, Et puis quoi? c'est ça. C'est quoi ton rêve le plus fou? Oh, ça... Faire le tour du monde. Mais faire le tour du monde toute seule. C'est ça. C'est ça. Pourquoi toute seule? Parce que j'ai envie, c'est tout. Je veux faire tous les pays toute seule. Faire tous les pays. Que ce soit le sud ou le nord. Emmerich poursuit ses rêves d'indépendance. Il a réussi à décrocher un stage rémunéré. Il en a tellement rêvé de cette routine-là. Partir travailler à 6 heures du matin, comme les autres. Aujourd'hui, par rapport au passé, j'ai un métier et puis aussi j'ai de l'autonomie, donc mes premiers salaires, et puis ça aussi c'est de la liberté. Et voilà, je sais maintenant ce qu'il me reste à faire, me battre. La nature a toujours été son refuge. Emmerich a peut-être trouvé sa voie, apprenti paysagiste au golfe d'Évian.
Voilà, t'as vu? J'accélère pas fort. Parce que plus t'accélères, plus le sable va sur l'herbe. Ok. Il faut y aller progressivement. Plus légèrement. Hein? Vas-y. C'est un enfant qui mérite pas du tout d'être hors société. C'est pas possible. En plus, il est courageux. Il y a tellement fainéants sur Terre que lui, en plus, il est courageux. Donc il faut l'aider. Emmerich, c'est avant tout l'histoire incroyable d'un enfant que l'on croyait perdu et qui donne espoir à tous les autres en nous regardant droit dans les yeux. Je suis heureux pour l'instant. J'ai envie que ça continue. Mais ça, les choses vont pas venir tout seules avec une baguette magique. C'est vrai que si je pourrais habiter près de la montagne et randonner tous les jours, je pense que ça sera là mon repos de ma vie. Au moins si j'ai une amoureuse, j'aurais au moins gagné ma vie. Bon ben, on peut s'arrêter là, je pense. Un petit sourire à la route. Voilà. Yo la compagnie, c'est Lily, en direct de Paris. Hey hey. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 22 octobre, c'est mon anniversaire. Et donc aujourd'hui au programme, visite de l'aquarium de Paris, balade à Paris, shopping, etc., etc. Et bien entendu, l'ouverture des cadeaux ce soir, j'ai trop hâte. Ma mère, d'un jour ou l'autre, malheureusement, elle partira. Et du coup, quand elle sera plus là, il faut que je sache me débrouiller. Et c'est pour ça que j'apprends à être autonome. Ma mère n'est pas forcément éternelle. Et puis qu'il lui faudra du repos aussi à ma mère. Elle mérite bien le repos. J'espère qu'à 30-35 ans, je serai autonome, ouais. Et il faudra quand même que j'ai un métier, que si je me prends pas de râteau, j'ai un mari. Et voilà, quoi. Les amis, les amours, les emmerdes. Le monde d'Héloïse, Laura, Magali, Julien et Emmerich n'est pas si différent du nôtre. Il leur fallait juste une occasion de nous le dire. Et à nous peut-être une occasion de les entendre. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous réalisez un rêve. Toute l'équipe, là, vous réalisez un rêve. Et puis en plus, si c'est pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas parce qu'ils sont timides, parce qu'ils peuvent pas parler, parce qu'ils osent pas dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, c'est cool d'être un petit peu leur voix. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce reportage. C'est pour ces deux raisons. Voilà, un film extraordinaire avec des êtres vraiment extraordinaires. Quelle leçon de vie d'entendre ceux que l'on n'entend jamais. Ils nous ont fait sourire, nous ont émus, nous ont fait rire et surtout nous ont fait réfléchir au regard que nous avons sur eux. Laura et Héloïse, déjà merci à toutes les deux d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir pour continuer à donner la parole.